vous regardez le partenariat pour transformer les systèmes alimentaires globalement. C'est un fonds GSP et nous allons aller au-delà du titre. Je voudrais vous présenter donc Ibrahima. Présentez-vous. Voilà donc ce groupe, Claudia, Agnès et tous vont tous se présenter. Ce sera fabuleux. Si vous ne parlez pas le français couramment, c'est un bon moment là où il faut activer votre système d'interprétation parce que Ibrahima va nous parler en français et tous nos invités vont se présenter. Ibrahima, bienvenue, soyez la bienvenue. Dites qui vous êtes, pourquoi êtes-vous importante dans cette discussion. Merci à tous. Bonjour. Mon nom est Ibrahima. Comme cela a été annoncé, je suis paysan au Mali. Je suis le président des organisations, la coordination des organisations paysannes. Je suis le président de ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Et je suis impliqué dans les discussions alimentaires et nutrition, emploi en milieu rural à différents niveaux, aussi bien au niveau. Donc, je siège aussi au niveau du conseil d'administration du CAS, le compte de la société. Okay, Ibrahima, thank you. We appreciate you. Merci Ibrahima, nous apprécions c'est en direct, nous avons des défis à relever sur le plan technique. Merci pour cette splendide introduction. Gilbert, ravi de voir comment vous aimeriez vous présenter à cette occasion, à cette manifestation, parler des systèmes alimentaires et collaboration. Merci infiniment, je m'appelle Gilbert Rungo, président du Fonds international de l'agriculture. Nous sommes dans le domaine du développement et nous sommes une petite partie prenante sur le plan commercial. Imaginez le grand intérêt que j'ai d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je félicite le lancement couronné de succès de la GSP et merci. Donc, c'est un véritable esprit de collaboration. Gilbert, c'est une autre organisation, en quelque sorte, qui a soifé de fonds et c'est un maillon très important de la campagne. On va dire bonjour à Claudia. Vous avez un CV extraordinaire. Comment allez-vous commencer? Qu'est-ce qui va être pertinent pour la discussion d'aujourd'hui? Merci Fanny, c'est formidable d'être avec vous tous aujourd'hui. Je suis la directrice de gestion pour le CGIAR et c'est formidable de faire partir d'un partenariat de cette discussion. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas le CGIAR, nous sommes le plus grand acteur en matière du réseau alimentaire et nous avons une présence de 10 000 personnes dans 70 pays différents. Et nous avons un réseau, un partenariat, même au sein du CGIAR, un partenariat qui travaille directement avec les institutions de recherche, les groupes paysans, des institutions globales dans le domaine pour l'agriculture à petite échelle. Ravi d'être ici avec un groupe de pairs qui travaillent d'arrache-pied pour alléger la pauvreté et la faim. Un autre panéliste qui va se présenter, son CV est énorme. Comment allez-vous parler à notre public aujourd'hui? Que désirez-vous partager à propos de vous qui vous rend si critique à la conversation? Agnès, soyez la bienvenue. Merci de cette présentation. Je viens ici, je travaille avec des personnes telles que Gilbert. Comme ça a été dit préalablement, il est possible de faire d'alléger la pauvreté. Il faut renforcer cette capacité
Et outre les fonds, la chose la plus importante, c'est les réseaux. Je suis envoyé spécial, donc, et au sommet alimentaire, il faut discuter le partenariat qu'il faut produire dans chaque cas. Il est très important de souligner ceci. Vous êtes très bien organisés. Je vous vois les uns et les autres du coin de l'œil. Quand vous avez quelque chose à dire, si vous n'intervenez pas, je vous ferai intervenir de toute façon. L'idée et le public, je vous vois aussi. Je vois vos commentaires. Ils viendront vers moi au GAFSP dans le studio. La première idée pour le partenariat de plusieurs parties prenantes, on présume d'entrée de jeu que ces personnes aident sur le plan du SDG 2. Gilbert, si vous voulez bien commencer, est-ce juste, sont-ils très utiles s'agissant de créer un périple et une mission? Gilbert, merci infiniment. Salutations à tous, merci de nous recevoir ici. J'étais fasciné quand je parcourais les documents avant cette session et quand je travaillais sur ma présentation, et à partir des remarques liminaires faites par le ministre Boulot et la présentation du CRS, c'est tout à fait crucial que nous gardions à l'esprit qu'il faut doubler notre impact d'ici 2030. C'est la seule façon pour nous de nous rapprocher et de réaliser les SDG 2. Et à cette fin, le fossé est énorme. Il s'agit de 33 milliards par an. Ce fossé est tellement énorme, on ne peut le faire qu'avec le partenariat. Donc pour moi, le partenariat opère à plusieurs niveaux. Il faut voir ça de la perspective du producteur, de la petite partie prenante, des organisations familiales, les partenariats entre les différents gouvernements au niveau régional. Plutôt que ce soit une concurrence, il faut que ce soit une collaboration. Et c'est très puissant. Et partenariat avec les acteurs de développement tels que nous, GAFSB, la Banque mondiale et d'autres. Et ce partenariat n'est pas une concurrence, car il y a tant de choses à faire. Donc mon propos, c'est comment peut-on maximiser ce partenariat en ayant une meilleure coopération, une meilleure collaboration, afin de se compléter les uns les autres, afin de créer les meilleurs résultats. Voilà vraiment l'autre partie du défi à relever quand on voit le modèle GAFSB, qui est un excellent modèle, très utile et très pertinent pour le développement, pour les acteurs en développement, afin de cibler. Il y a cette complémentarité. Bien sûr, si je travaille beaucoup avec le GAFSB, c'est une complémentarité avec l'ISA, avec l'IFC, la Banque mondiale et les autres acteurs du secteur privé. Mais il faut ce partenariat à différents niveaux. Il faut s'y pencher. Et comment donc mettre l'accent sur la collaboration, la coopération, afin de maximiser l'impact de ce genre de partenariat. Vous avez la parole, Fanny. Gilbert, ce sont de questions très importantes à 10 ans de la fin du SDG 2. Claudia, laissez-moi vous demander comment on y arrive avec ces partenariats quand on voit, quand on planifie pour la prochaine décennie. Que pouvez-vous partager avec nous, ce qui n'est pas trop confidentiel, qui nous aidera tous? Allez-y.
Merci infiniment, Fanny. Alors, Gilbert, c'est au tour de Fanny, de Claudia plutôt. Merci au CGR actuellement. Nous commençons une période de réforme qui rebondit sur les défis dont on parle aujourd'hui. Comment convier les différentes capacités, les connaissances, les avoirs physiques, les accès, et les canaliser de façon plus efficace pour faire une différence et de travailler vers les buts 2030. Tout ce qu'a dit Gilbert est très important quant à l'échelle de la tâche qui nous attend et à quel point nous avons besoin d'un partenariat pour relever ces défis. Également, la nature de ce travail change également. Comment nous étudions les systèmes alimentaires, c'est pas seulement à la ferme. La connectivité est extraordinaire et la Covid vraiment a eu un impact et permet de mieux comprendre la connectivité de nos défis qui sont tellement complexes à ce stade. Le travail pluridisciplinaire, l'expertise scientifique, la gamme des questions contextuelles de l'économie politique, de l'hydroclimatique, tous ces phénomènes, tous ces nouveaux domaines de connaissances et de sciences ont besoin d'être synthétisés. Et qu'avec le CG, s'agissant de la réponse à la Covid, nous avons créé un hub Covid qui réunit toutes les capacités du CG, mais les partenaires avec l'école de Londres, de médecine tropicale et d'hygiène. Il est très important de voir les nouveaux partenariats pour répondre, pour relever ces défis complexes au sein du CG. Il faut une période de réforme qu'on appelle un CG, où nous sommes en train de connaître des changements politiques structurels au sein du CG afin de créer un ensemble plus cohérent et un système qui aura plus d'impact, un meilleur partenaire à vous tous, parce que nous allons nous organiser de façon à réduire les coûts de transaction de partenariat, quelque chose dont on pourrait parler également, la complexité de travailler ensemble. Claudia, les gens sont à l'écoute aujourd'hui et ça va nous coûter beaucoup d'argent. J'aime votre formule, les coûts de transaction, une belle formule. Ce que cela signifie? Donnez-nous un exemple. Simplement trouver les bons partenaires aux bons endroits, avec la bonne expertise. C'est très difficile. Au CG, historiquement, nous avons été un réseau de 15 centres internationaux travaillant sur différents denrées dans différentes zones climatiques avec des espaces en matière d'eau, des forêts, le cheptel, la pisciculture. Comment trouve-t-on la bonne denrée dans la bonne région? Il faudrait un guichet unique. Nous espérons baisser les coûts de transaction pour trouver les bons partenaires au bon endroit afin de réaliser le travail. Ce que je n'entends pas et ce que j'aimerais, des exemples concrets sur le terrain. J'entends des exemples dans les éthérés, les grosses problématiques, les gros défis. Je n'entends pas des exemples concrets de ce qui se passe au niveau même de l'exploitation. Merci, Fanny. Et là, je porte ma casquette de défenseur des petits agriculteurs. Quand on voit, pour moi, la pauvreté, les petites exploitations dans le monde en développement, la pauvreté, en dépit leur travail et les opportunités en Afrique pour des marchés croissants, et même en Asie, les marchés croisent. Je dirais qu'il y a 3 choses sur lesquelles il faut nous pencher dans le cadre des partenariats. Ces agriculteurs ont besoin de l'appui gouvernemental des institutions et malheureusement, il faut renforcer les capacités structurelles. Le secteur privé doit pourvoir leurs services et malheureusement, le secteur privé
a eu du mal à cause des défis à relever mentionnés par Claudia. Comment donc le petit exploitant peut-il avoir accès à la technologie? Il faut cette capacité institutionnelle. Mais par ailleurs, on veut, pour ces paysans, on veut que ça marche. Ce que nous avons sur le terrain, les choses ne marchent pas suffisamment. Il faut redoubler d'efforts. Il faut desservir ces agriculteurs pour qu'ils puissent avoir accès au marché. Il faut donc des partenariats. Il n'y a pas une seule institution qui va pouvoir tout faire. Dans la perspective de pauvreté que nous voyons, mais ensemble, en revanche, nous pouvons y arriver avec l'apport des institutions locales afin de s'attaquer aux résultats du CDR quand le secteur privé peut transformer ses opportunités en business, en commerce. Voilà ce que j'ai pu voir avec le FSP. Nous étions un des premiers pays à recevoir le financement. C'était un projet de 50 millions de dollars, mais de la part du gouvernement, c'était 500 millions de dollars. Et nous avons conçu un programme transformateur qui a de meilleures capacités afin d'atteindre les agriculteurs pour changer leur vie. Il y a tant de collines à gravir, mais de pouvoir réaliser certains des programmes, mais de contribuer à renforcer les capacités de ces paysans. On les voit en train de renforcer leurs capacités et on voit un développement et des choses qui se passent avec les partenariats. On voit des agriculteurs qui accroissent leur productivité pour se sortir de la pauvreté. À cette fin, il n'y a pas une seule institution qui peut y arriver. On a besoin d'un consortium. Les gouvernements doivent investir pas seulement au niveau des exploitations, au niveau de l'inclusion des politiques. Voilà, c'est ma réponse. Nous avons perdu Ibrahima avec les vicissitudes d'Internet et j'espère qu'il pourra revenir parmi nous. Claudia, maintenant, dans l'esprit de la collaboration, de l'honnêteté, de la candeur, demandez à un de vous, aux autres panélistes, comment peut-on collaborer? Choisissez un volontaire. Claudia, posez-leur une question pertinente, pointue. J'aimerais parler à Agnès cette opportunité extraordinaire que vous avez, qu'on a tous, grâce au sommet du système onusien. Avec ce sommet, c'est une plateforme qui permet de dégager la visibilité, la centralité des systèmes alimentaires et puis qui permet de relever les défis qui nous intéressent aujourd'hui, pas seulement la faim, mais la durabilité, adaptation climatique, équité, croissance inclusive. Comment est-ce qu'on peut se servir au mieux ce sommet pour étoffer les partenariats et donc créer cet élan pour transformer les systèmes alimentaires? Je suis très enthousiaste à ce propos et j'aimerais en savoir davantage de votre part. Merci. C'est très important comme question. Le sommet vient avec un certain nombre d'opportunités. La plus importante, c'est le sommet onusien. Ils ont la capacité d'attirer les pays dans de nouvelles façons. Et sur le plan individuel, on ne pourrait pas y arriver. Mais là, ça permet de créer toute une foule de partenariats. Mais ça permet d'avoir un impact énorme. Et c'est tout à fait ce que nous faisons. Nous avons conçu
des plans d'action. Et on va voir ce qui peut être transformateur. Nous allons voir ce que le monde peut proposer et ces nouvelles idées. Il faut voir comment on peut les appliquer à échelle. Une fois qu'elles sont approuvées, on peut voir la voie à suivre. Et vous avez donc cette adhésion globale et le dialogue des systèmes alimentaires que nous lançons cette semaine. C'est l'opportunité pour tout un chacun d'en profiter. Peu importe le pays, c'est une opportunité. Et de reconnaître que l'alimentation, c'est quelque chose de très local. L'impact est local. Il faut voir le contexte local où les choses se produisent. Et c'est une opportunité de discuter ce qui est bien fait, ce qui est mal fait. Et voilà. Nous avons un autre groupe, et Claudia et le groupe central s'intéresse à d'autres opportunités. D'où venons-nous et quelle est la voie à suivre? Qu'est-ce qu'on doit laisser de côté quand nous produisons? Et peut-être laisser de côté l'alimentation désuète. Mais les choses les plus importantes dont nous parlons aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut donc sensibiliser tout le monde. Il faut que ce soit les décisions sont prises 3 fois par jour et ça a un impact sur les producteurs, comment on déplace, comment on transporte les aliments. Ce sommet doit toucher tout le monde. Mais il faut que ce soit... Il faut trouver des solutions également dans ce sommet. Il faut avoir cette visibilité. Et il faut voir ce qui a été mis à l'épreuve, comment donc naviguer vers l'avenir. Et on a besoin des ressources. Et les choses sont en train de se concrétiser ici. Parce qu'il faut être sur les rails. Gilbert paraît vraiment pris dans un nuage de pensée. Gilbert, à quoi pensez-vous? Que mûrissez-vous? Que pondérez-vous dans le cadre de ce SDG? Peut-on y arriver ensemble? Honnêtement, je pense qu'en 2030, il va falloir conserver cet élan pour, comme le disaient Claudia et Agnès, ce sommet est très important, outre ceci, de pouvoir conserver cet élan. Il faut parler franchement, il faut aller au-delà des 5% en matière agricole. En 1977, 15 à 20% de l'ODA allait à l'agriculteur. Maintenant, c'est à peine 5%. On a besoin d'amplifier ceci. C'est une chose très importante pour moi. Il faut faire intervenir le secteur privé, comme Agnès l'a indiqué, et pas seulement faire intervenir le secteur privé. C'est une question de perspective, mais c'est une façon de partager les connaissances et d'améliorer la productivité sur le terrain afin d'améliorer les revenus des producteurs. Il faut donc des solutions numériques. Et là, le secteur privé va jouer un rôle prépondérant. L'autre partie, c'est le côté soft, si l'on ose dire. La présentation Cérès était très éloquente à ce propos, afin d'assurer que le petit producteur est mieux organisé grâce aux organisations agricoles. Et il faut assurer que les services de vulgarisation sont efficaces et être sûr que ces personnes disposent d'une voix politique. Ça sera crucial. C'est une condition sine qua non pour cette inclusion.
Et avec la Covid, et j'ai un exemple concret sur le terrain, quelle est la chose la plus importante? C'est l'inclusion. Il faut accélérer et cette Covid donc fait en sorte que les gens retournent à la pauvreté. Et il faut parler des inégalités des différents pays. Autant de défis et j'espère qu'on pourra arriver à une solution, ou une partie de la solution dans ce sommet. C'est également important, et ça sera mon dernier propos, il faut s'assurer qu'on atteigne tous les secteurs, toutes les institutions, et voir quels sont les avantages comparatifs. Et ces avantages comparatifs doivent être en adéquation, pour revenir à mon premier point, pour l'impact SPSI de cibler le privé comme le public, les pays à bas revenus sur le terrain. Il faut une approche concessionnelle avec un reflux et accroître ce que l'on peut faire. Et par la suite, ça peut complémenter l'AFP et la Banque mondiale qui a une infrastructure énorme peut compléter l'aspect tertiaire des investissements locaux, etc. etc. Et dans le domaine de la recherche, c'est la même chose. Et voilà ce que disait Agnès. Nombre de CDR se livrent à des activités pas toujours très connues. Il faut l'appliquer sur le terrain et s'assurer que ça profite aux petits exploitants. Cette complémentarité, je crois, va être tout à fait cruciale, outre les ressources que j'ai mentionnées. Merci au public pour rester dans cette conversation. Nous nous penchons sur le partenariat pour transformer les systèmes alimentaires mondiaux. L'objectif, c'est d'atteindre l'ODD de zéro faim en 2030. Alors, vos questions pour le panel. Présentation impressionnante. Est-ce que la COVID-19 sera une occasion pour rendre ou pour améliorer le système alimentaire mondial, faire en sorte qu'il soit mieux qu'avant? Claudia, à vous. C'est une question merveilleuse. Je pense que la réponse se trouve dans notre riposte. La COVID-19 est un réveil, c'est une tragédie, mais c'est un appel. Et cette semaine, félicitations à nos collègues au Programme mondial des aliments qui a gagné le prix Nobel de la paix. Il y a 50 ans, Norman Borlaug a été décerné de ce prix Nobel pour son travail sur le combat de la faim et de la famine. En fait, c'est vraiment triste que les aliments demeurent un maillon vraiment si important dans notre armature, dans notre stabilité, dans la stabilité. Nous voyons que quand il y a des perturbations, que ce soit une pandémie, que ce soit la fragilité d'une société, que ce soit la migration et les chocs que nous allons voir, que nous voyons du changement climatique, alors là, une grande partie du tissu qui nous relie et c'est les systèmes alimentaires, c'est fondamental. Alors, ce que j'espère, c'est que dans ce moment d'apprentissage que nous donne la COVID-19, qu'il y aura une reconnaissance renouvelée, je pense qu'on le voit déjà, de la centralité des systèmes alimentaires, de leur nature fondamentale, quand il s'agit du développement, de la paix, de la croissance inclusive, de la durabilité environnementale, et donc quand il s'agit de notre résilience à beaucoup de facteurs y inclut le changement climatique. C'est un moment, je pense, où nous pouvons utiliser l'attention qui est concentrée sur cette tragédie mondiale pour vraiment reconstruire en mieux et améliorer nos systèmes alimentaires, pour en tirer encore plus que jamais.
Merci. Agnès, comment voyez-vous l'impact de la COVID-19 sur les systèmes alimentaires? Alors, la COVID-19 aura un impact énorme sur les systèmes alimentaires. On dit qu'il y aura 132 millions de personnes qui seront dans la faim, ou en plus des personnes qui souffrent déjà de la faim. C'est un impact énorme. Ce que cela nous montre, et ça vient de bon nombre de ces études, cette réduction des coûts et en fait prend plus d'importance que l'action. La résilience, les communautés sont poussées en dehors de leur capacité. Ils sont forcés de faire des choses qu'elles ne devraient pas faire. Quand on sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas, en définitive, tous ces facteurs ont un coût. Alors, j'espère qu'on va comprendre qu'on peut éviter certains de ces coûts en assurant que nous travaillons pour réduire la vulnérabilité, pour renforcer la résilience des collectivités qui se trouvent dans des environnements difficiles, mais aussi pour ce qui concerne réduire la faim, pour qu'on soit sur la trajectoire de la prospérité. C'est un objectif partagé, c'est une valeur partagée qui est vraiment intégrée dans nos ODD. Alors il faut qu'on le fasse. Alors pour moi, quand on ira au sommet des systèmes alimentaires, il faut se demander ce qu'il faut qu'on fasse. Parce que quelquefois, les coûts peuvent être très élevés. Je vais vous donner une autre question, Gilbert. Merci au public qui s'engage avec nous aujourd'hui. Gilbert, voici la question. Les crises alimentaires sont à la hausse. Est-ce que la communauté internationale dépense ou en fait assez pour ce qui concerne la riposte? Je ne sais pas si c'est une question théorique. Gilbert, à vous. Pouvez-vous répéter la question? Il y avait une mauvaise connexion. Les crises alimentaires sont en montée. Est-ce que la communauté internationale dépense et en fait assez en réponse à cela? Il est clair que si la crise existe encore, cela veut dire qu'on ne fait pas assez. Pour moi, la question est très simple. Est-ce que nous en faisons assez avec les moyens que nous avons aujourd'hui? Oui. Pourrions-nous faire plus? Oui. Alors, dans la mesure que la crise continuera d'exister, cela veut dire qu'on ne fait pas assez. Mais il est important de ne pas oublier une dimension. Je crois que Claudia se référait au prix Nobel il y a 50 ans. Le lien avec aujourd'hui, un des points communs entre cela s'appelle la paix, quand vous y pensez. Et si je veux me référer à la présentation faite par la FAO, Monsieur Torero de la FAO, quand il parlait de certaines des causes sous-jacentes, les conflits, le changement climatique, les ralentissements économiques, tous ceux-ci sont des facteurs importants pour cela. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, les acteurs du développement qui participent à l'ODD2, nous pouvons augmenter nos activités si, au niveau mondial, la communauté mondiale œuvre pour vraiment s'attaquer aux causes racines du changement climatique, des crises, etc. Alors, si cette action n'est pas prise, le problème ne peut que croître. Il est important de garder à l'esprit qu'il faut qu'on en fasse plus, franchement. Mais il faut aussi qu'on s'assure que la communauté internationale, que la communauté mondiale, qu'on s'attaque aussi aux causes sous-jacentes du puzzle. Alors, autrement dit, nous dépensons des milliards pour contrer les crises, pour l'aide humanitaire aux populations, mais nous ne dépensons pas autant pour l'investissement pour éviter ces crises. C'est un aspect qu'il faut changer. Et c'est ce qu'il faut défendre. Il faut garder à l'esprit que c'est bien moins cher d'investir dans la prévention par la paix, dans l'augmentation de la productivité, plutôt que de s'attaquer à la crise ou aux défis d'exclusion quand ces problèmes ne sont pas résolus plus tôt.
Nous avons juste 5 minutes ensemble dans ce panel. Je vais partager les questions. Je veux une réponse brève pour pouvoir répondre à autant de questions que possible parce que le public attend ces réponses. Claudia, c'est à vous. Une réponse brève. Atteindre la sécurité alimentaire de façon durable dans les lignes planétaires est encore plus critique que jamais, encore plus pratique que jamais. Est-ce que c'est possible? La réponse claire, c'est qu'il faut que ça le soit et je crois que c'est le cas. Je pense qu'on fait des avancées extraordinaires juste par notre façon de regarder la gestion de nos systèmes alimentaires. Il y a des discussions très intéressantes qui se passent autour de l'agroécologie, de la production positive, axée sur la nature. Et je pense que quand on se concentre sur cette question, on trouve des façons de mieux faire. Et c'est vraiment fondamental pour la façon qu'on se penche sur les systèmes alimentaires. C'est-à-dire qu'on demande plus de ces systèmes alimentaires, pas juste la femme et la nutrition, pas juste la production, mais la production durable et la production positive pour la nature et la création de systèmes alimentaires qui aident à équilibrer l'écologie et à rendre plus durable nos systèmes terrestres et d'eau, qui aident à protéger nos forêts vierges et qui utilisent la nature de façon plus constructive. Alors, je suis optimiste qu'il s'agit vraiment d'un domaine où nous pourrons en faire bien plus. Merci. Agnès, je vous donne cette question. Comment est-ce que l'agriculture peut jouer un rôle pour ce qui concerne à aborder les défis du changement climatique? Merci, Femi. Ce que nous voyons aujourd'hui, du point de vue de l'agriculture, donc que cela contribue en fait au changement climatique à cause du gaspillage. La production agricole contribue. En fait, même quand on parle de la chaîne de valeur, il y a beaucoup qui se passe qui contribue au changement climatique dans l'agriculture. Et c'est probablement l'aspect le plus important que quand on pense à la production qui est positive pour la nature. Même si on pense à différentes façons de produire les aliments, quelles sont les méthodes qui ne sont pas en harmonie avec les besoins de notre planète? Il faut les identifier. Une partie des solutions à nos problèmes sera de trouver ces défis, de les éliminer. Mais il y a aussi des façons que nous connaissons de produire des aliments qui sont plus en ligne avec nos frontières, avec nos limites. Et ces façons de produire des aliments qui réduisent les émissions, qui réduisent la pollution, le gaspillage, qui réduisent la pollution de nos océans, de nos terres, mais aussi qui réduisent la quantité de terre utilisée dans l'agriculture. Et donc on doit trouver des façons de produire qui soient durables et qui protègent l'environnement. Il y a des terres qui sont dégradées à cause de l'agriculture, qui sont aussi grandes que l'Amérique du Sud. C'est vraiment une perte pour l'agriculture. Il s'agit de terres qui ne sont plus utilisées. On peut arrêter cela, on peut augmenter la productivité, donc en harmonie avec la nature. Voilà certains des chemins qu'il faut prendre à l'avenir quand on se penche sur la production positive pour la nature. On établit des partenariats pour transformer les systèmes alimentaires au niveau mondial. Il s'agit d'un événement de reconstitution du GAFSP. Merci. Dans l'esprit du partenariat, je vais partager la dernière question parmi les trois panélistes. Vous avez juste une ligne, on le fait ensemble. Quelles sont les trois premières choses qu'il faut voir arriver afin que l'ODD puisse être une réalité? Une idée de Gilbert, Agnès et Claudia. Gilbert. Redoubler l'impact de ce que nous faisons maintenant. À vous. Ah, c'est très efficace. Si Gilbert est chargé de l'ODD2, on le fait. Agnès, à vous. Une seule chose qui est nécessaire pour l'ODD2. En fait, c'était trois choses. Alors, je le partage parmi les panélistes. Nous avons perdu Agnès. Ah non, allez voir. Je suis ici. Agnès, n'attendez plus. Allez-y. Il faut des partenariats avec le gouvernement, avec le secteur privé et les bailleurs. Elle
communique notre message. Fantastique. Claudia, la question était nommer 3 choses. Quelles sont les 3 choses qu'il faut faire pour faire en sorte que l'ODD2 ait lieu? Je partage ça avec tout le panel. Quelle est votre réponse? Quelle est votre idée? Mon idée est d'innover. D'innover à base de la science, des partenariats, d'essayer de faire les choses différemment, d'essayer de faire les choses de sorte à atteindre la gamme d'objectifs que nous avons pour nos systèmes alimentaires, ce que l'ODD2 implique et ce que l'ODD doit donc offrir aux autres ODD. Alors, je vais maintenant afficher tout le panel pour que vous puissiez les voir tous ensemble. Merci Claudia, merci Gilbert, merci Agnès aussi, qui nous arrive via Zoom. Ça a marché. Et je dois dire, c'est tellement dommage qu'on ait vu Ibrahima au tout début. Il a fait une merveilleuse introduction. Il a représenté son exploitation, mais il n'avait pas une bonne connexion. On apprécie votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Vous êtes très bienvenus. C'était merveilleux de vous recevoir. Alors, la première partie de notre programme avait vraiment trait à donc peindre le paysage donc pour atteindre l'ODD2, la collaboration que nous avons dans nos systèmes alimentaires, comment nos partenariats peuvent aider des solutions pratiques. La deuxième partie, comme il s'agit d'un événement de reconstitution du GAFSP, c'est de parler du GAFSP, le travail qu'ils ont fait, leurs parties prenantes, leurs collaborateurs, leurs partenaires. Allons-y avec la Banque mondiale.